France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bienvenue au Parlement européen de Strasbourg, où l'on s'inquiète pour la sécurité du continent, mais aussi du reste du monde. C'est dans ce contexte que l'Alliance transatlantique est à un tournant de son histoire, avec un pilier américain imprévisible et des Européens qui de plus en plus s'interrogent sur leur autonomie stratégique. Réunis en sommet à La Haye les 24 et 25 juin, l'OTAN doit définir de nouveaux moyens correspondant à sa vision des futurs conflits. Le secrétaire général de l'Alliance, le néerlandais Mark Rutte, a annoncé un objectif de 5% du PIB des 32 pays membres consacrés à la défense et à la préparation, une cible très ambitieuse, sachant que la moyenne est aujourd'hui de 2% et que beaucoup de ces États sont déjà très endettés. Oui, et puis surtout, il veut multiplier par 5 les capacités aériennes de l'Alliance, tirant ainsi les enseignements d'une guerre en Ukraine qui se joue beaucoup dans les airs. L'OTAN qui a vu son club renforcé par l'adhésion de pays nordiques, est-il pour autant réveillé donc d'entre les morts? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Wieseler-Lima, députée européenne du Parti populaire européen. Pour le Luxembourg, c'est un État qui n'est pas forcément le mieux doté en matière de défense. On en parlera avec vous. Et puis, nous sommes aussi avec Victor Negrescu, bonjour, député européen des socialistes et démocrates pour la Roumanie, qui a un important centre militaire de l'OTAN, base militaire. Enfin, Christophe Gomard, eurodéputé français du Parti populaire européen. On commence avec vous. L'OTAN est une organisation de défense incontournable. Pour autant, elle semble fragile aujourd'hui. Où en est-on? Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus? C'est une excellente question. Le problème de l'OTAN, c'est que l'OTAN n'agit que avec l'unanimité des pays engagés. L'OTAN, c'est 32 pays. 23 de ces pays appartiennent à l'Union européenne. Il y en a donc 9 qui, si l'Europe était attaquée, ne s'engageraient peut-être pas aux côtés de l'OTAN, donc ne donneraient peut-être pas l'unanimité. Et c'est pourquoi l'Europe doit réfléchir en effet à sa propre défense, à sa propre architecture de défense, me semble-t-il. L'OTAN, c'est un état-major à Shape à Bruxelles qui a environ 2000 personnes. L'état-major de l'Union européenne, c'est 120 personnes. Le budget annuel de Shape, c'est environ 2 milliards d'euros, alors que le budget de cet état-major de l'Union, c'est 30 millions d'euros. On voit bien cette différence très nette, et on n'est pas à l'abri non plus d'être surpris par un départ, un retrait américain. Moi-même, j'étais engagé en Afghanistan, d'où les Américains sont partis très très vite, sans prévenir personne. Les forces spéciales que je commandais étaient engagées en Syrie, et les forces spéciales américaines se sont désengagées sans nous prévenir. Donc on voit bien qu'il y a un vrai risque. Que fait-on si les Américains se désengagent? Que devient l'OTAN si les Américains se désengagent? Alors précisément, la question se pose d'ailleurs de façon assez immédiate avec la guerre en Ukraine et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Un Donald Trump qui refuse de signer les conclusions du G7 sur l'agresseur russe. Est-ce qu'on peut considérer que l'Alliance Atlantique est toujours en plein soutien de l'Ukraine? Je pense que l'OTAN soutient fortement à l'Ukraine, parce que l'OTAN, ce n'est pas seulement les États-Unis. L'OTAN, c'est aussi les pays européens qui en font partie. Et l'OTAN a déjà approuvé auparavant des déclarations qui soutiennent directement l'Ukraine, et je pense qu'il n'y a pas de contradiction là-dessus. Toutefois, il faut planifier, il faut voir ce qu'on va faire dans les années à venir, en mobilisant toutes les ressources qui sont disponibles, mais également en développant une relation spéciale entre l'Union européenne et l'OTAN, afin que les pays européens soient en tête de l'évolution de l'OTAN. L'OTAN a une forte présence dans la région de l'Est de l'Europe. Il y a des troupes américaines, mais également des troupes européennes. Par exemple, en Roumanie, vous disiez auparavant qu'il y a une grande base de l'OTAN, mais il y a également beaucoup de soldats européens. Surtout la France est représentée en Roumanie, ce qui démontre le fait que l'OTAN fonctionne très bien lorsque les pays européens s'engagent directement. Donc mon invitation, c'est que les pays européens fassent plus au sein de l'OTAN,
développe plus l'OTAN et utilise cette capacité défensive qui existe dans cette organisation. Alors justement, Isabelle Wieseler-Lima, s'agissant de l'Ukraine, Donald Trump exclut toute adhésion du pays à l'OTAN, en reprenant en cela la demande expresse de Vladimir Poutine. Est-ce que le sommet doit réaffirmer que c'est une ligne rouge, cette adhésion et ce soutien au président ukrainien? L'Ukraine a reçu une invitation de l'OTAN. Déjà, je crois que c'était en Lituanie, le sommet en Lituanie. Et je dois aussi dire qu'on n'a pas encore vu de défection de l'OTAN par rapport à l'Ukraine. Et puis, avec tout ce qu'on vient de dire, je voudrais quand même réaffirmer que l'OTAN n'a jamais été aussi forte qu'elle est en ce moment. On a effectivement, à un moment donné, on s'est posé des questions par rapport à l'OTAN, mais elle a quand même, depuis cette guerre en Ukraine, il y a 2 pays qui se sont ajoutés, vous l'avez dit au début, donc la Suède et la Finlande, alors qu'elles ne prévoyaient absolument pas de rejoindre l'OTAN, elles l'ont rejoint. Ce n'est pas pour rien. L'OTAN a quand même réussi, depuis son existence, aucun de ses membres n'a été attaqué. Donc l'OTAN a un rôle à jouer et elle le joue pour le moment. Donc il faut bien sûr maintenant qu'on lui donne encore plus de force, mais elle est une force. Il faut que nous soyons évidemment à même de prendre des décisions européennes. Et vous avez évoqué l'Afghanistan, ça a été un premier réveil vraiment pour les Européens. On aurait voulu rester plus longtemps en Afghanistan, on n'a pas pu. On n'avait pas les moyens de prendre cette décision. Donc les Européens ne veulent plus se retrouver dans une situation pareille. Donc il faut que nous ayons la capacité de prendre des décisions autonomes, mais notre sécurité, pour le moment, elle repose aussi en accord, en combinaison avec l'OTAN. Alors, depuis la guerre en Ukraine, l'ennemi numéro 1 de l'OTAN semble être à nouveau donc la Russie. Écoutons ce qu'en dit le secrétaire général de l'OTAN, le fameux Mark Rutte. Nous devons augmenter nos dépenses de défense. Il y a quelques jours, le chef de la défense allemande a déclaré que d'ici 2030, la Russie pourrait être prête à tenter quelque chose contre le territoire de l'OTAN. Nous sommes donc en sécurité aujourd'hui. Nous ne sommes pas en sécurité dans 3 ou 5 ans. Nous devons donc dépenser plus. Une nouvelle offensive de la Russie contre un pays membre de l'OTAN dans les prochaines années, c'est ce que voient les services de renseignement européens. Est-ce qu'on est prêt stratégiquement, psychologiquement à être solidaire? J'ai dirigé un service de renseignement français. Je ne sais pas comment on voit une attaque dans 3 ou 5 ans, sincèrement. Donc qu'on planifie, que ce soit un scénario étudié, ça oui. Dire que la Russie attaquera dans 5 ans, 3 ou 5 ans, ça n'est pas vrai. La Russie est incapable d'envahir toute l'Ukraine après 3 ans de guerre. Donc pourquoi d'un seul coup attaquerait-elle un autre pays de l'OTAN, sachant que dans ce cas-là, l'article 5 jouerait et que l'OTAN s'engagerait pour défendre les limites de l'article 5. Oui, c'est possible. D'ailleurs, il y a l'article 42.7. Donc oui, en termes de défense, on a l'OTAN. Mais je pense que les Européens doivent réfléchir à une deuxième ligne de défense. Cette deuxième ligne de défense, elle doit être autonome. Et je rejoins tout à fait ce que disait Isabelle Wieseler-Lima. C'est-à-dire qu'on doit être prêt, entre Européens, à être capable de se défendre nous-mêmes, par nous-mêmes, avec un retrait d'autres de l'OTAN qui ne voudraient pas s'engager au profit de l'Europe, au profit d'un pays attaqué. Et soit on doit y réfléchir. Y compris les Américains qui sont quand même les premiers, finalement, donateurs. Oui, et d'ailleurs, SHAPE, qui est commandé par un général américain, pourquoi est-ce que c'est commandé par un général américain? Pourquoi les Européens admettent d'être toujours défendus par 350 millions d'habitants alors que nous sommes 450 millions d'Européens? Pourquoi est-ce que ça n'est pas un général? Alors vous allez me dire, vous dites ça parce que vous êtes général. Je ne dis pas ça parce que je suis général. Je dis ça parce que j'ai conscience de ce que nous sommes capables de faire entre pays européens. J'ai conscience de ce que sont les armées européennes et ce que sont capables de faire les soldats européens. Victor Negrescu, ce rôle de l'OTAN, il fait débat dans l'Europe. Dans votre pays, pendant la campagne pour l'élection présidentielle finalement remportée par un pro-européen, il y a eu des questions sur l'attitude vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de la Russie. Les opinions publiques pourraient aussi, c'est un risque, se désolidariser de cette alliance. À mon avis, il y a un fort soutien pour l'OTAN en Roumanie et dans les pays de l'Est, parce qu'on comprend très bien pourquoi on a besoin de l'OTAN. La Russie nous teste tous les jours déjà. On le voit par exemple dans la mer Noire, on voit un peu les avions qui passent très près de l'espace aérien de l'OTAN et de notre propre pays. Et je dois le dire directement, c'est les avions de l'OTAN
qui volent et qui nous protègent par la suite. Lorsqu'il y a eu des drones qui sont passés à côté de la Roumanie ou sont tombés en Roumanie, c'est encore l'OTAN qui nous a fourni le soutien. Donc on a besoin de cette organisation-là et on a besoin du support technique, logistique, humain que les Américains nous offrent. On ne peut pas ignorer tout ça. Donc développer des choses au niveau européen, c'est bien, mais on ne peut toutefois pas ignorer l'importance que les États-Unis en ont. Et récemment, il y a eu un sondage d'opinion en Roumanie où les Roumains disent qu'ils soutiennent plus d'allocations financières pour la défense. 2 tiers des Roumains veulent qu'on fasse plus à ce niveau-là. Et il faut dire très clairement que les technologies américaines, pour l'instant, sont un peu meilleures et on a encore besoin d'elles parce qu'elles sont au centre de la technique militaire de l'OTAN. Alors précisément, faire mieux, faire plus, c'est l'objectif militaire qui se dessine pour l'AE, pour les pays de l'Alliance, 5% de dépenses du PIB pour la défense et pour le soutien donc matériel à ce secteur. La marche est haute, le calendrier reste à définir, mais quand on regarde la carte des dépenses actuelles dans l'Union européenne, on voit que la moyenne, elle est plutôt autour de 2%. Votre pays, le Luxembourg, Madame Wieseler-Lima, 1,3%. 1 millier de militaires seulement. J'ai envie de dire, on comprend que vous êtes un riche duché, mais avec peu d'appétence pour les choses militaires. Est-ce que vous allez faire plus d'efforts? Est-ce que vous êtes d'accord pour les faire? Le Luxembourg est dans une situation un peu particulière par rapport à son revenu national brut et mais je dois dire que le Luxembourg a décidé quand même cette année d'augmenter justement à 2% de son revenu national brut, ses dépenses de défense, que en fait, il y avait 781 millions de prévus et on a augmenté pour cette année à 1,2 milliard. Donc vous voyez que faire plus et faire mieux, le Luxembourg est vraiment entré sur ce chemin. Il faut bien sûr voir comment on va continuer, mais là, pour le moment, le Luxembourg a vraiment, je me permets de dire, joué le jeu. Il a vraiment augmenté par rapport à ce qui était prévu. Mais si je peux quand même revenir sur les 5% dont parle donc Mark Rutte, c'est quand même 3,5% qu'il prévoit pour les dépenses militaires concrètes pour les armes, et il prévoit quand même le 1,5%. Lui, sa proposition, c'est que ce soit pour le dual use, donc le double usage, pour les infrastructures, pour tout ce qui est lié au militaire, mais qui n'est pas directement militaire. Et je crois que ça, c'est quand même très important de savoir que cette partie-là, il la propose pour les infrastructures. Maintenant, où est-ce qu'ils vont trouver un accord, on verra. Et sur quel calendrier? Et là, je dois dire qu'il y a quand même un gros succès par rapport à l'OTAN. Ils ont quand même réussi dans les réunions préliminaires à se mettre d'accord de ce qui est nécessaire, de ce dont on a besoin et pour protéger nos frontières et pour être deterrence, pour avoir une vraie force de dissuasion. Donc on a quand même des choses qui sont faites et qui sont intéressante et importante. Mais ce qui est nécessaire et très élevé, Christophe Gomard, cet objectif des 5% pour des pays comme la France, par exemple, qui ont déjà un fort endettement, est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce qu'on fait? On achète quoi? On achète européen ou on continue d'acheter américain? Alors, première remarque, je suis toujours un peu surpris que Mark Rutte reprend en fait la demande de Donald Trump, et je suis toujours surpris que les Européens se laissent imposer par les Américains un pourcentage. Je pense que les Européens sont capables par eux-mêmes de dire ben voilà ce qu'il faut mettre pour notre propre défense. Maintenant, si on regarde les 5%, en effet, peu de pays dépensent plus de 2% aujourd'hui. Ceux qui font le plus, c'est la Pologne qui dépense 4,5% de notre PIB, mais en volume financier, ça fait moins que la France. Ça fait 40 milliards ou 43 milliards d'euros, alors que la France dépense entre 50 et 60 milliards, ça dépend si on compte les pensions des militaires ou pas. Donc oui, il est nécessaire de plus s'armer, mais surtout que les Européens achètent européens. Il faut arrêter de penser que les Américains vont venir nous défendre demain parce qu'on achète américain. Être trop dépendant, qu'on soit dépendant d'un pays, dépendance, je ne suis pas pour être dépendant. Alliance ne veut pas dire dépendance. Il est impératif que l'argent européen serve à acheter européen. Nous avons les mêmes industries que les Américains. La capacité de production est la même. Il suffit de commandes publiques et vous allez voir que les financiers seront là pour financer et pour produire.
En attendant, Victor Negrescu, l'OTAN a quand même été la filière d'achat de l'armement américain et ça reste largement le cas, en particulier dans l'Europe ex-soviétique. À titre d'exemple, l'Allemagne continue d'acheter des avions de chasse américains parce que les États-Unis les y obligent pour embarquer des têtes nucléaires américaines. Dans ces conditions, est-ce que vous évoluez? On peut considérer que cette est de l'Europe, elle évolue vers cette idée véritablement d'achat européen et non plus de toujours préférer américain. Il faut un mixte. D'une part, il y a des technologies militaires où les États-Unis sont beaucoup devant nous. Vous parliez des avions de chasse, ça c'est clair. Les États-Unis sont devant nous pour le développement de ce genre de technologie. Mais il y a d'autres technologies où on peut travailler plus ensemble. À mon avis, on ne le fait pas suffisamment. Il n'y a pas assez de projets véritablement européens. La plupart du temps, c'est un choix. On achète français, on achète allemand, ou on achète américain ou sud-coréen parce qu'ils commencent à entrer sur le marché européen. Et à mon avis, ce n'est pas un bon choix. Si on peut faire un choix européen, ce serait excellent. C'est pour ça que maintenant, avec le mécanisme SAFE, le mécanisme d'emprunt européen, il y a cette possibilité-là de développer des projets communs. Par exemple, construire un bateau qui utilise de la technologie française et allemande et qui se fait en Roumanie, ou développer des capacités de production pour l'artillerie qui se ferait par exemple en Pologne. C'est des choses qui peuvent se faire ensemble, mais il faut identifier ces projets stratégiques. Pour l'instant, malheureusement, la Commission ne l'a pas fait et la Commission doit faire plus à ce niveau-là. Alors un mot de l'actualité brûlante pour finir cette émission. On a beaucoup parlé de l'Europe, mais on voit que le Proche-Orient s'enflamme aussi avec un conflit entre Israël et l'Iran qui pourrait déséquilibrer toute la région. Christophe Gomard, l'Europe doit-elle s'engager si les Américains le font? Vous voulez dire aux côtés d'Israël? Israël, de mon point de vue, est le pion avancé de l'Occident au Moyen-Orient. Il y a une véritable volonté de la part de l'Iran de détruire ce pays. Et c'est ce que tentaient de faire les proxys qu'étaient le Hezbollah, que sont le Hamas toujours, ou sont les Houthis. Et cette attaque préventive d'Israël contre l'Iran est faite pour empêcher la destruction. Pourquoi? Parce que l'Iran allait se doter d'un engin nucléaire, d'une arme nucléaire, et Israël avait toujours dit que ce jour-là n'arriverait pas. Et on l'a vu avec les années passées, à travers le virus Stuxnet, à travers les assassinats ou les éliminations de scientifiques. Ça ne concerne pas l'OTAN. L'OTAN n'est pas directement visée. Si les Américains s'engagent, c'est qu'ils ont une vision américaine. Je ne pense pas qu'ils demandent à l'OTAN de s'engager. Qu'on soutienne Israël, oui, face à l'Iran, je suis tout à fait d'accord. Qu'il y ait un engagement militaire de l'OTAN aux côtés d'Israël, c'est une autre question qui ne m'appartient pas. Mais je ne vois pas l'intérêt pour l'OTAN d'aller s'engager aux côtés d'Israël. Que des pays décident de le faire, oui. Merci à tous les trois d'avoir très bien illustré toutes ces interrogations autour de l'Alliance Atlantique qui sont bien réelles. Merci Caroline, merci à tous et bonne suite de programme sur nos chaînes.